vous dit Black Friday, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, j'imagine qu'une petite partie de l'auditoire pourra s'empêcher de penser aux 70% de réduction que les grandes enseignes promettent pour la semaine prochaine. Pour moi, le Black Friday, peut-être pour la majorité d'entre vous, compte tenu du sujet qui nous réunit aujourd'hui, ça évoque avec effroi et circonspection le vendredi 13 mars 2020, jour où Berne a pris des mesures exceptionnelles pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Ce jour-là, on a tous été bombardés. Les entreprises, les administrations, les commerces, les écoles, tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est bombardé? Eh bien, on s'est barricadé. La peur du virus était réelle, souvenez-vous. Nous changions de trottoir. Quand on voyait quelqu'un qui arrivait en face à 10 mètres, on ignorait totalement ce qu'était ce virus et de quoi il était capable, en imaginant souvent le pire. Aidé, c'est vrai, en cela par une abondante mythologie catastrophiste hollywoodienne. Sans parler des messages plus ou moins fantaisistes d'experts plus ou moins autoproclamés, prédisant les catastrophes les plus glaçantes. Tout ça, évidemment, servi par des réseaux sociaux complices. Voilà, à l'époque, on avait même peur des enfants. Oui, on avait peur des enfants, on pensait qu'ils étaient porteurs et super spreaders du virus. Enfin, tout ça, c'était il y a très longtemps, c'était quand même il y a 8 mois. Donc, nous voilà tous barricadés pour échapper au bombardement. Les réactions des DRH, des DG, des DSI avec lesquels j'ai pu échanger ont été remarquables d'efficacité et de rapidité. Les mesures prises, les actions entreprises, les équipements, qu'il s'agit de fournir des équipements, de définir des règles, de mettre à disposition des moyens. En tout cas, tout ce que j'ai pu voir dans les entreprises comme dans les administrations m'a beaucoup impressionné. Tout le monde était sur le pont pour assurer, comme on dit, la business continuity. Ainsi, dans nos abris, on a appris à fonctionner d'abord pas si mal et très vite, même plutôt bien. On s'est rendu compte que le télétravail, même avec les enfants à côté, pouvait être même sympathique et on a commencé à apprécier. Et puis Zoom, c'est super sympa. Ainsi, pendant quelques jours, quelques semaines. Pourtant, très vite, une certaine forme de lassitude s'installe. Au bout du 15e Zoom café, Zoom lunch, Zoom apéro, on se dit que quelque chose manque. Mais on continue d'y croire, on est mobilisé. Et on passe sur Teams tout d'un coup parce que Zoom, c'est plus assez sécurisé. Et on tient bon parce qu'on a envie que ça marche. Et ça, c'est une belle leçon de mobilisation en situation de crise. Même si ce n'est clairement pas la même chose. D'ailleurs, une amie membre de plusieurs boards d'entreprise me disait qu'en ce moment, la plupart des boards se font par Teams et elle a remarqué une perte notable de qualité des échanges parce que vous avez beau avoir confiance totalement en vos interlocuteurs, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'écran, à travers une caméra, on ne peut pas se pencher vers son voisin, on ne peut pas avoir d'aparté. Donc, il nous manque quand même quelque chose. Puis en mai, de nouvelles décisions fédérales. Enfin, on peut sortir du bunker. Le ciel est bleu, l'horizon, bien qu'un certain semble dégager, la pause estivale est la bienvenue. Pourtant, si on baisse un peu les yeux, ce qu'on constate, c'est que la Covid, en accélérant autant la massification du télétravail, a laissé un véritable champ de mine. Parce que ce qui s'est passé, en fait, à l'image de cet objet, vous connaissez tous, le Big Cube, ce qui s'est passé, c'est que la Covid est venue semer le chaos dans quelque chose qui était ordonné. Vous aviez une organisation qui était harmonieuse, toutes les faces étaient alignées, et voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on doit admettre qu'il y aura un avant et un après. Le monde s'accorde à dire que le retour à un état initial est improbable. Et la généralisation du télétravail observée ces derniers mois va sans doute se prolonger au-delà de la crise. D'ailleurs, rares sont ceux aujourd'hui qui pensent que le télétravailleur n'a que pour seule ambition dans la vie d'en faire le moins possible. Voilà, ça, c'est un trait de pensée qui a été très vite ringardisé. À ce sujet, d'ailleurs, le canton de Vaud, anticipant une troisième vague, a demandé à ses prestataires externes de s'organiser pour faire du distanciel au moins jusqu'au printemps et vous dire un petit peu comment les choses se mettent en place et comment elles s'installent. Mais voilà, les risques sont réels. Il y a des risques sanitaires,
Le télétravail massif fait émerger, et ça commence déjà à nous revenir, on a un certain nombre de données à ce sujet, des troubles articulaires, des problèmes de cervicales, des troubles de la vue, à force de travailler sur un écran. On passe la journée à 40 cm de l'objet qu'on regarde. Des maux de dos, plus de 7 à 8 heures assis. Il y a aussi des problèmes de santé psychique, l'épuisement, le burn-out, le stress, l'angoisse, la technophobie. Il y a des risques légaux. Et compte tenu du fait que la jurisprudence est légère, pour ne pas dire inexistante, sur le sujet, on imagine aisément les nombreux contentieux qui pourraient apparaître très vite. Mais enfin, ça, c'est un sujet que je laisserai à maître Stéphane Boissard et au docteur Nicolas Millet, qui vous détailleront avec bien plus de compétences que moi ces périls dès la semaine prochaine. Il y a les risques de cybersécurité, dont Christian Agroum vous parlera. L'usage incontournable du digital et la hausse exponentielle des cyberattaques en témoignent. Pour information, la société israélienne Checkpoint Software Technologies a recensé, avant la crise du Covid, donc en février, 5000 attaques mondiales. Et juste après l'attaque, juste après la crise du Covid, 200 000 attaques mondiales virales. Je vais vous dire l'ampleur du phénomène. Il y a des risques liés au management des personnels, au management des relations commerciales. Effectivement, manager ses collaborateurs ou développer son réseau commercial à distance, ce n'est pas la même chose qu'en présentiel. Et ça, c'est un sujet qui sera traité par Alexis de Maudy. Et il y a encore des risques liés à l'aménagement des espaces ou à l'écologie. Alors, à titre indicatif, un email envoyé avec une pièce jointe, typiquement, puisqu'on pense très spontanément que le télétravail, c'est écologique, ça n'est pas qu'écologique. Un email envoyé avec une pièce jointe, c'est une demi-heure d'éclairage. Donc, imaginez un email envoyé à une centaine de personnes pour information, et bien c'est 50 heures d'éclairage consommées pour pas grand-chose. Voilà. Alors, il est difficile d'ignorer le champ de mine qui nous fait face. On ne peut pas se contenter de le traverser tout droit en serrant très fort ses petits poings et en espérant passer de l'autre côté sans encombre. Ça peut fonctionner, mais ça paraît être un pari très périlleux et très risqué sur l'avenir. Le monde change, et puisqu'on ne comprenait pas toujours pourquoi ni comment, on a cherché des explications assez simples, il faut se l'avouer. On a accusé tour à tour Internet, les générations Y, millennials, les réseaux sociaux, aujourd'hui la Covid-19, d'être responsable de ces changements. Et finalement, si on regarde les choses en face, ça fait des années que des changements véritablement très profonds sont en germe dans nos sociétés. La crise de la Covid ou la White Generation n'ont agi que comme révélateurs. Le monde change, et change même très vite. Il y a une accélération de l'innovation. Une théorie assez intéressante, dont vous avez sans doute entendu parler, c'est la théorie des vagues d'innovation. Les vagues d'innovation se caractérisent par une croissance économique significative et une restructuration sociale importante. La première, débutée fin 18e, 1785, c'est à peu près là qu'on la situe. Elle est due à l'arrivée des forces motrices et à la mécanisation. Elle a duré environ 90 ans. La seconde a duré 75 ans, la troisième 50 ans, la quatrième 30 ans, la cinquième, qui a commencé dans les années 85 sous l'émergence des réseaux sociaux, des réseaux digitaux, des biotechnologies, des technologies de l'information. Celle-ci a duré 20 ans. La sixième, celle que nous connaissons aujourd'hui, a commencé au milieu des années 2000. C'est ce qu'on appelle la vague verte. Des énergies renouvelables, des nanotechnologies vertes, de l'industrie écologique et de la durabilité. Cette vague a la particularité d'être la plus ample et la plus rapide, jamais connue jusque-là dans l'histoire de l'humanité. Alors vous êtes en train certainement de vous demander où est-ce qu'il nous emmène avec cette théorie. En réalité, c'est assez simple. La crise de la Covid n'est pas le changement. Elle n'est pas le changement. En fait, elle ne fait que nous révéler l'ampleur du changement qui s'est mis en mouvement dans nos sociétés. Le psychiatre Christophe André, spécialiste de la pleine conscience, disait dans un article récemment dans Le Monde que la crise nous permettait de faire le ménage dans nos illusions. J'aime cette idée. Je la trouve un tantinet pessimiste. J'aime cette idée dans la mesure où elle permet de se créer de nouveaux espoirs, car nous sommes à un moment crucial de l'évolution humaine et des organisations. Et ce n'est pas un ressenti de Frida Messabi, c'est un fait scientifique. Nous sommes à un changement majeur.
Alors, nous avons créé Télétravail durable en 2020, en avril 2020, car nous avions identifié le champ de mine et notre ambition était alors d'accompagner nos clients dans ce dédale pour leur permettre d'arriver de l'autre côté avec le moins de dommages possible. C'était en fait une façon de se laisser gouverner par la peur et ce n'est pas ce qu'on voulait. Alors, on a revu notre copie et aujourd'hui, quand on nous demande quelle est notre mission, je réponds aider nos partenaires à réenchanter le travail pour créer de la valeur économique. Rendre aux gens la satisfaction d'une honnête journée de travail. Oui, les périls existent et ils sont nombreux et les ignorer serait au mieux naïf, au pire irresponsable. Mais il n'y a pas que cela. La situation actuelle, aussi dramatique soit-elle pour certains, offre l'opportunité de réenchanter le monde du travail. Vous avez vu ce film « La vie est belle », je pense que les décideurs et décideuses ont le droit, peut-être même le devoir, de se sentir l'âme d'un Roberto Benigni, parce qu'en toute objectivité, il y a pas mal de travail. J'aimerais partager avec vous quelques chiffres très frais publiés hier en France sur une enquête sur un échantillon de 2000 personnes. Près de la moitié, donc 49% des salariés, se déclarent en détresse psychologique. 18% seraient en détresse psychologique extrême. Ça, ce n'est pas d'autodéclaration, c'est d'après les psychologues. Les managers étant naturellement la part la plus touchée de ces 18%. Le risque est de 10 points supérieur chez les télétravailleurs à 100%. Et un dernier chiffre, un tiers des télétravailleurs ne voient plus de sens à leur activité. Alors, très bien, d'accord, c'est en France. On sait que l'amplitude émotionnelle des Français n'est pas celle des Romans, et encore moins celle des Zurichois. Pourtant, ces chiffres sont édifiants et méritent d'être regardés avec attention. Qu'est-ce que cela nous dit, en fait? Ça nous dit que l'avenir est incertain. Ce n'est pas nouveau. Les menaces de plans sociaux, l'économie moribonde, la dette mondiale qui explose, les inégalités qui se creusent, une jeunesse qui s'inquiète pour le climat. Bon, j'arrête, le tableau est assez noir. Mais tout cela, nous en avions conscience. C'est peut-être pas grand-chose, mais on en avait conscience. La nouveauté, c'est que la massification du télétravail nous a, et sans ménagement, sans transition, éloignés les uns des autres. Or, c'est quoi une entreprise si ce n'est pas travailler ensemble? Le cœur de toute organisation, ce sont des hommes et des femmes qui collaborent, qui bâtissent ensemble, qui servent à un projet qui leur est supérieur, une finalité qui leur est extérieure. Et tant pis si d'aucuns pensent que j'enfonce une porte ouverte avec de telles affirmations, mais l'essence d'une entreprise, c'est de faire collaborer les gens pour créer de la richesse, des services administratifs, médicaux, humanitaires. Alors, si l'avenir est incertain pour vos collaborateurs, s'ils ne voient plus de projets collectifs, de finalités extérieures à eux dans laquelle s'inscrire, co-créez-en une, portez ensemble un projet, et tant pis s'il doit changer. Ce n'est pas grave en soi, s'il doit être ajusté ou décalé dans le temps. Ce qui serait préjudiciable en revanche, c'est de ne pas entrevoir l'avenir, de ne plus pouvoir se projeter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés. On a du mal à se projeter. Quand le vent du changement souffle, offrez à vos équipes plutôt la possibilité de construire des moulins et pas des murs. Nous sommes des animaux sociaux, nous ne voulons pas de 100% de télétravail. Qui aurait envie de ne plus voir ses collègues, de ne plus jamais en croiser par hasard? D'ailleurs, les études tentent de montrer que le télétravail optimal serait 2 à 3 jours maximum par semaine. D'ailleurs, comment le travail ferait-il sens s'il n'était plus que digital? Ce serait un peu triste, ce serait travail sans esprit. Alors, ce que nous offre cette période, c'est l'opportunité de repenser les modèles de management, nos modèles d'organisation et aussi, parfois sous la contrainte, nos business models. À ce titre, je trouve intéressant de se dire, je ne vais pas faire mieux, mais je vais tenter de faire bien. Je pense à une société qui est basée à la Tour de Paix, qui s'appelle Kite Car, qui, plutôt que de faire des voitures, de concevoir des voitures moins polluantes, est parti sur l'idée de concevoir des voitures dépolluantes. Je trouve ça assez fascinant. Plus on roulera avec ces voitures, et plus on dépolluera. Voilà une chance rare d'agir. Les planètes sont alignées, il y a un effet momentum. Surfer le tsunami du télétravail massif pour recréer le contrat social avec ses collaborateurs, je pense sincèrement que c'est une opportunité à saisir. Le moyen le plus simple de le faire, c'est de ne pas gérer le télétravail comme une crise, mais de faire du télétravail réellement un projet collectif. Et si vous permettez, je vais reprendre mon Rubik's Cube. Il est intéressant car il a 6 faces.
Et CIFAS, c'est finalement les 6 dimensions auxquelles le télétravail durable s'est intéressé. Le légal, la santé, la cybersécurité, l'organisation RH, l'écologie, sobriété numérique et l'aménagement des espaces. Donc, ce que font les entreprises aujourd'hui, c'est d'essayer de réaligner face par face le cube pour retrouver une harmonie. Je vous mets au défi d'essayer de résoudre ce cube face par face. C'est tout bonnement impossible. Appréhender le télétravail durable, c'est en faire un projet collectif. Et il devient possible de travailler de manière systémique et de faire avancer toute l'organisation vers une harmonie. C'est comme ça que vous pourrez retrouver cette harmonie et ce cube aligné. Mais pour cela, il faut accepter un certain chaos. Oui, il faut accepter de remettre en cause certains de ces modèles et certaines de ces pensées, peut-être même quelques valeurs. Alors, je vais terminer mon propos, mais si vous ne deviez retenir que 2 choses de ce petit exposé, la première serait, oui, les risques existent. Ils sont multiples et complexes. Et il faut y faire face sans les occulter. La deuxième serait, vous avez le droit de ne pas vous satisfaire d'un mode de gestion de crise. Vous avez le droit de ne pas vous contenter, de ne pas faire trop mal. Vous avez le droit de vouloir faire bien. Et bonne nouvelle, vous avez le droit et la possibilité de transformer ce champ de mine en un champ des possibles. Voilà, alors merci pour votre attention. Je vais me tourner maintenant vers Xavier Tissière, dont j'aimerais entendre finalement un peu la réaction et pour qui j'ai quelques questions parce que je sais qu'au CUO, vous avez mis en place un certain nombre de choses. Bonjour Xavier. Bonjour Ida, bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, comme vous m'avez posé la question, nous avons mis quelque chose en place au niveau du travail remote working depuis un certain nombre d'années. Nous n'avons pas attendu en fait la Covid pour pouvoir nous lancer là-dedans. Heureusement d'ailleurs, hein, ça date quand même d'un certain nombre d'années. Nous avons débuté en fait cette réflexion-là en 2008. En 2008, pour différentes raisons. Je dirais la première, c'est que nous avions passablement en fait de monde qui voyageait dans les 4 coins du monde pour pouvoir aider à l'organisation et soutenir les organisateurs des Jeux Olympiques. Donc, on voyait finalement qu'il y avait un grand besoin quelque part de pouvoir leur fournir du matériel, des outils qui correspondent à cela. Et pourquoi finalement leur fournir à eux et ne pas en fournir aux personnes qui sont un tout petit peu plus sédentaires. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée, à quelque part, et le lancement de la première politique sur le télétravail. Donc, un peu plus d'une dizaine d'années. Et ça a évolué au travers du temps, bien sûr. Très bien. Et qu'est-ce que ça vous inspire finalement, cette idée de réenchanter un petit peu Je me posais la question parce que, vous savez, simplement cette phrase « Maman va au travail, papa va au travail ». C'est assez un peu vidé de son sens ces derniers temps. Et je me dis, finalement, dans les organisations, comment on peut réintroduire, comment on peut revaloriser cette notion-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous pose question ou... Oui, bien sûr. Je rajouterais juste peut-être quelque chose ou une remarque en fait des enfants ou des petits-enfants, c'est « Papa, est-ce que tu travailles » ou « Maman, est-ce que tu travailles vraiment ?» Parce que c'est vrai que pour les enfants, c'est vraiment les parents doivent se rendre sur leur lieu de travail et c'est ça aussi le travail. Donc là, il y a un peu une confusion, il y a des éclaircissements, il y a des explications à leur donner. Ils ne comprennent pas nécessairement toujours. Et c'est assez intéressant. Leur vision et leur compréhension finalement de notre monde n'est pas la nôtre. Et c'est vrai que ce que l'on peut voir, notamment au niveau de notre organisation et de nos employés, c'est que, et on le reviendra, j'enfonce peut-être une porte ouverte déjà, mais je pense, comme vous l'aviez d'ailleurs dit dans votre introduction, je pense que le secret réside dans un certain équilibre. Actuellement, nous vivons la période de Covid en 100% télétravail. Et on voit qu'il y a un certain nombre de personnes, de collaborateurs qui se retrouvent seuls chez eux, dans un petit appartement, en connaissant peu de monde, puisqu'on a quand même
une grande partie de notre population. On a 62 nationalités, donc vous imaginez que les gens prennent un peu de temps, et surtout, je dirais, en Suisse, et notamment en Suisse romande, pour pouvoir se faire un réseau et être moins seul. Donc là, je dirais que c'est vraiment dans l'équilibre, à quelque part, et là, je parle déjà de la période après Covid, que la vérité, à mon avis, se trouvera. Est-ce que vous avez, je sais par expérience que le télétravail peut avoir mauvaise réputation auprès du management et du top management. Et est-ce que vous avez rencontré vous-même des difficultés dans sa mise en place? Et puis, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être ce que vous avez mis en place pour les dépasser? Alors, oui, je ne peux qu'abonder, en tout cas en partie, euh, par rapport à votre opinion, par rapport à ce que vous venez de dire. Il n'a pas nécessairement mauvaise presse dans tout le top management. Je pense qu'une partie du top management y est favorable, et il y était également chez nous à partir de 2008-2009. Une partie l'était un peu moins, une partie pas du tout. Donc, il a fallu convaincre, effectivement, pendant toutes ces années, le télétravail, parce que ce qu'on a vu en implémentant en fait cette politique en 2009, qu'il y avait une inéquité finalement au niveau de l'implémentation. Il y avait dans certains départements, je dirais, des gens et des directeurs qui étaient favorables. Donc, c'était relativement facile de pouvoir télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine. Et dans d'autres départements, c'était un grand non. Donc, ça crée au sein de l'organisation une certaine inéquité. Et là, il a fallu mettre un terme à tout cela, parce qu'il y avait une forte pression, bien sûr, au sein de l'organisation, mais je dirais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Vous parliez d'employer branding. C'est vrai que si vous voulez l'employer comme employer branding et le mettre en avant, je pense qu'il faut avoir une cohérence aussi à l'interne. C'est difficile de l'employer pour un département et pas nécessairement pour l'autre. Donc, il a fallu convaincre, il a fallu, je dirais, prendre son bâton de pèlerin, aller discuter avec les gens. Et là, au fur et à mesure des années et des convictions, il y avait certaines personnes qui étaient sur des fronts qui étaient relativement durs et pas nécessairement, je dirais, évidents à convaincre. Donc, soit vous y allez de front, soit vous essayez de trouver une autre technique finalement pour essayer de les convaincre. Et c'est plutôt, je dirais, l'autre technique que j'ai prise et dont je pense qui était je dirais un succès, puisqu'actuellement, en fait, c'est quelque chose, hormis la COVID, on l'avait déjà implémenté auparavant, c'était implémenté dans tous les départements. Alors finalement, comment est-ce que je m'y suis pris? Alors vous savez, quand vous avez des fronts qui sont assez durs et des gens qui sont, je dirais, solides sur leurs pieds au niveau de leurs opinions, d'aller de front, encore une fois, comme je disais, c'est peine perdue. Vous essayez de vous battre contre le courant et vous vous faites emporter. Finalement, je leur ai dit, écoutez, je respecte vos opinions, je respecte finalement votre décision, mais prouvez-moi finalement que j'ai tort. Donc, prendre, je dirais, la chose d'une manière un tout petit peu différente et aller les titiller au niveau de leur fierté et de les challenger. Et finalement, j'ai pu ouvrir une toute petite porte, j'ai mis le pied dans la porte. Et pour ces départements-là, on a commencé à tester avec un très petit nombre de participants. C'était 3-4. Je ne demandais pas plus. Il y a eu, je dirais, un retour très, très, très positif de ces gens-là qui n'a pas fait longtemps et long feu avant de pouvoir se répartir au sein des 10 départements, qui a apporté, je dirais, du feedback au directeur. Il ne pouvait plus faire autrement que finalement d'aller dans cette direction-là. Donc, c'était plutôt, je dirais, une approche insidieuse, si vous voulez, mais pour le bien de l'organisation. Et ce qui était assez curieux et intéressant, c'est que finalement, quand on a commencé à faire un roll-out de tout ça au travers de toute l'organisation, avec de l'information, avec de l'éducation des gens, ce qui était intéressant, c'était que ces directeurs-là se sont même proposés pour pouvoir faire partie d'une vidéo de marketing du télétravail au sein de l'organisation. Donc finalement, les plus grands adversaires sont devenus les meilleurs vendeurs au sein de l'organisation, et ça, c'était, je dirais, très intéressant et j'en étais assez fier. Bien, une success story.
Alors, Bon. écoutez, je pense qu'il y en a certainement d'autres, hein, je ne dois pas être le seul dans cette… Vous imaginez bien que c'est ma question suivante. Qu'est-ce que vous feriez autrement? Est-ce qu'il y a eu des points où vous êtes dit, bon, là, on a bien entendu que vous aviez utilisé l'ego des managers Absolument. finalement voilà, comme moteur. Mais est-ce qu'il y a eu quelque chose où vous vous êtes dit, avec un peu de recul aujourd'hui, tiens, je ferai ça autrement, ou tiens, je ne ferai pas ça comme ça, ou ça, peut-être, je garderai alors qu'on s'en est séparés. Je pense que ce que je ferais de nouveau, c'est de m'assurer à quelque part qu'il y ait un soutien absolument de tout le monde avant de pouvoir lancer une politique telle que celle-là. C'était en 2008-2009 un tout petit peu avant-gardiste, entre guillemets, alors qu'on n'était pas les premiers, bien sûr, mais c'était quelque chose d'un peu quand même nouveau. Certains avaient entendu des commentaires positifs, négatifs, avaient fait leur opinion, et ce n'était pas nécessairement sur des faits qu'ils étaient basés. Donc, c'est d'avoir peut-être un tout petit peu plus d'esprit de conviction, aller plus au contact, je dirais, pour pouvoir s'assurer à quelque part que… Vous parliez de collectif hein, dans votre introduction, et je pense que ça, c'est vraiment important, de pouvoir avancer ensemble, et d'intégrer et d'impliquer encore beaucoup plus le business directement dans ce genre de réflexion et d'implémentation. Bien. Merci Xavier pour ces éléments. Est-ce qu'il y a un commentaire que vous voudriez apporter? Est-ce que pour vous, alors ça peut être un projet transformationnel de la culture d'entreprise finalement, la mise en place du télétravail? Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça et je pense que c'est certainement, je dirais, un point sur lequel on a commencé à travailler déjà maintenant en disant finalement ça a changé beaucoup d'habitudes, beaucoup de processus, beaucoup de manières de faire à l'intérieur de l'organisation. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut pour le lendemain? Quelle est la culture de management que l'on veut? C'est vrai que du jour au lendemain, au mois de mars, les managers ont été mis un tout petit peu devant le fait accompli et ont dû apprendre, et nous avons dû apprendre tous, à manager plus nos troupes par distance. Il y a eu des success stories, il y a eu moins de success stories pour certaines personnes, il y a eu passablement de coaching qu'on a dû faire pour d'autres. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte pour le futur au niveau de la culture d'entreprise, parce que demain ne sera plus du tout ce qu'était le passé, et encore moins aujourd'hui. Et par rapport à ça, je pense que, encore une fois, vous vous rappelez, avant la Covid, on parlait beaucoup de la génération Y, la génération Z, des implications, leur desiderata, etc. Là, on va au-delà de ça. C'est plus simplement ces générations-là, c'est toutes les générations, c'est une approche et un mode de travail qui vont être différents. Donc, bien sûr, des répercussions importantes sur la culture ou les cultures d'entreprise. Et ça, je pense que c'est fondamental pour le succès d'une organisation. Donc, et ça doit se traiter, encore une fois, au plus haut niveau. Ce n'est pas que les ressources humaines qui sont un des vecteurs de cette culture au sein de l'organisation, un des gardiens peut-être importants, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être traité et qui doit faire part d'une stratégie d'entreprise. Très bien, merci Xavier. Alors je crois que maintenant dans le processus, on se tient à la disposition des auditeurs pour répondre aux questions qui seront arbitrées par Romain Durier. Oui, merci beaucoup Rida, merci beaucoup Xavier pour vos interventions. Beaucoup de questions hein, qui sont arrivées un petit peu au fil de l'eau, donc je vais essayer de réordonner tout ça et puis pas de pas avoir de doublons. Mais peut-être une première question pour tous les deux. Est-ce qu'à votre sens, la génération des millennials se sentent plus à l'aise ou ont avantage par rapport peut-être aux générations un peu plus anciennes dans ce tournant qui a été pris? Est-ce que c'est des choses que vous vivez, c'est-à-dire peut-être une distorsion dans la manière dont c'est vécu entre les salariés dans les entreprises suivant leur âge? Alors, ce qu'on a pu observer, c'est paradoxalement l'inverse. C'est peut-être la génération qui est moins à l'aise avec la mise en place du télétravail massif. Parce que ce sont des gens qui sont dans la construction de leur vie sociale. Hein, et
Et donc, le fait de les priver et de relations professionnelles, et c'est souvent là qu'ils construisent leur réseau. Et en plus, les bars fermés, restaurants fermés, on les contraint à un certain isolement. Et c'est probablement la génération qui souffre le plus de la massification du télétravail. Et puis, on a constaté aussi parmi nos clients, c'est celle qui demande le plus à revenir travailler. Ça aussi, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si Xavier a pu observer des choses similaires. Oui, alors, je confirme complètement. Et c'est vrai que souvent, c'est des gens qui sont des singles, donc des gens qui ont besoin en fait beaucoup plus en fait que des gens mariés avec famille, etc., d'interaction sociale avec d'autres personnes. Mais ce qu'on a pu voir au contraire, c'est que au début finalement du confinement, il y a eu plutôt une adaptation très rapide en fait de ces gens-là. Il y a eu même, je ne veux pas dire un enthousiasme, mais en tout cas un certain contentement de la situation qui s'est vite dégradé. Il s'est vite dégradé parce qu'ils ont vu finalement que ça allait s'étendre et que là, ça allait complètement péjorer leur situation et leur manière de pouvoir fonctionner de besoins sociaux. Et maintenant, c'est vrai que c'est une génération dans cette deuxième phase qui demande un tout petit peu plus d'attention, en tout cas de notre côté, parce qu'on voit que le fait que cette période de semi-confinement qui dure a des conséquences au niveau psychologique qui peuvent être importantes suivant les personnes. D'autant plus, à quelque part, si ce sont des personnes qui viennent, j'insiste peut-être, mais qui viennent de l'étranger, qui se retrouvent seules ici, qui ont toute leur famille finalement en dehors des frontières, qui sont à la fois aussi du souci pour eux, mais également n'ont que très peu ou peu d'interaction sociale de notre côté pour pouvoir avoir cet équilibre. Merci beaucoup, merci. Ça fait un petit peu le lien avec une autre question qui a été posée, c'est comment traiter la frustration des employés qui veulent venir au bureau, qui voudraient revenir au bureau. On a compris que vous êtes chez 100% en télétravail au Comité international olympique. Est-ce que vous avez des demandes d'employés qui vous disent « moi, je veux revenir au bureau » et comment vous les traitez? Alors oui, on a des situations, je dirais, très spécifiques qui sont dues soit par une situation familiale qui peut être difficile, se retrouver dans un 3 pièces avec 2 enfants en très bas âge, avec un conjoint également qui doit travailler en télétravail. On a vécu ça et autres. Donc, par rapport à ce genre de choses-là, soit à quelque part la personne, on lui donne un accès, si vous voulez, particulier à l'organisation quelques jours par semaine pour pouvoir lui permettre d'avoir cet équilibre-là. Mais encore une fois, ça reste des exceptions parce que autrement, on doit gérer en fait aussi de manière équitable d'autres cas qui pourraient se présenter. Mais on en a effectivement et on essaie de les gérer au mieux en ayant également une attention particulière et des contacts particuliers aussi avec les managers de ces personnes-là pour pouvoir garder le lien je dirais, régulier pour voir si finalement au niveau psychologique et social, il y a toujours un certain équilibre qui peut se faire. Merci. Peut-être une question pour vous, Rida. Vous parliez du champ des possibles. Est-ce que vous avez déjà un exemple à partager d'un avant et d'un après où finalement le télétravail a fortement impacté l'organisation, voire le business model de l'entreprise d'un de vos clients, par exemple, que vous avez accompagné? Alors, c'est des processus en cours, hein, parce qu'on est encore en mode gestion de crise dans pas mal d'entreprises. Mais ce que je peux partager avec vous, c'est des bouts d'expérience qui commencent à être menés. Notamment, ça paraît être une chose très simple, mais travailler collectivement sur un code of conduct de l'usage du numérique dans les entreprises. C'est-à-dire, on n'utilise pas WhatsApp de la même façon qu'on utilise l'email. Le WhatsApp peut être très intrusif ou pas du tout. Est-ce que quand on est un manager, est-ce qu'on investit le champ de WhatsApp ou pas? Comment on se comporte face à une réunion? Je souriais récemment dans les banques, vous vous souvenez, au moment de la canicule, hein, il y avait eu des gros débats sur le dress code. Et les gens avaient été très généreusement autorisés à venir en chemise à manches courtes
pour supporter la canicule dans des bureaux qui n'étaient pas climatisés, mais le port de la cravate avait été maintenu. Aujourd'hui, je pense que voilà, on n'est pas loin de la réunion en pyjama sur des meetings Teams ou autres. Donc, la co-création de règles collectives est un moyen de faire collaborer les gens. La notion d'espace aussi. On a des entreprises aujourd'hui qui se questionnent sur l'espace. Ça veut dire quoi venir au bureau? La notion de bureau, c'est quelque chose qui est en train de s'évaporer un tout petit peu. La place individuelle, ça disparaît de plus en plus. Aujourd'hui, l'espace de travail, ça doit être un espace de collaboration. Donc, c'est un espace où on va venir, on doit créer un environnement qui va permettre de la co-création, de la création collective, de la collaboration, des workshops, des réunions, et ça doit être l'essentiel de l'espace de l'entreprise. Voilà vers quoi on se dirige, et voilà finalement un petit peu vers quoi on va en termes de relations de travail. La notion même de professionnel, elle est questionnée aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être professionnel? Si à ça vous ajoutez le fait qu'il y a de plus en plus dans les entreprises de gens agissant qui sont des externes, des indépendants, voilà. La question majeure, ça sera l'appartenance. Donc tout ce qui peut créer du collectif, ce sont des sujets à explorer, à exploiter au maximum. Donc, en termes d'exemple, je peux vous donner celui-ci de la co-création de règles et d'usage du numérique notamment, qui paraît être très simple au départ et qui nous amène sur beaucoup de réflexions assez profondes au fond. Oui, c'est assez transversal, effectivement, Oui. et ça va toucher tous les services et tous les process de fonctionnement de l'entreprise, finalement. Exactement. Si vous permettez, peut-être une question. J'ai peut-être juste un commentaire à rajouter à ce qu'a dit Rida sur le sujet. Je pense qu'il y a quand même un élément qui est important. Oui, des espaces de coworking, etc., sont importants. Mais ce qui est encore plus important, à mon avis, c'est cette création d'identité entre l'aspect physique, de pouvoir se retrouver dans des bureaux, dans un espace physique d'entreprise qui crée l'identité avec le brand. Pourquoi? Parce que je pense que le tout digital, le tout numérique, etc., ce n'est pas nécessairement, encore une fois, je dirais, la panacée. Les gens ont besoin de créer cette identité avec une entreprise. Et ça, c'est important de pouvoir aussi le garder à l'esprit. Et je ne pense pas que c'est quelque chose qui va disparaître. La taille va peut-être disparaître, mais l'aspect physique va devoir rester aussi pour la suite. Merci. Peut-être une double question sur la performance. Est-ce que vous voyez des instruments de mesure de la performance qui sont modifiés du fait du télétravail? Est-ce qu'on modifie différemment, enfin, est-ce qu'on mesure, différemment la performance? Et puis, question subsidiaire, que faire lorsqu'on a quelqu'un qui est en télétravail et dont on s'aperçoit que sa performance baisse de manière importante? Alors, peut-être, je vais répondre, peut-être pour la première partie de la question, les instruments restent, je dirais, à peu près identiques. Ce qui est vraiment important dans des conditions telles que celle-là, comme je le disais déjà auparavant, c'est de garder le lien, de garder l'aspect communication avec ses troupes, avec ses collègues. Et ça, je dirais, c'est primordial. Deuxième chose, c'est clair qu'on va se diriger, et on se dirige de plus en plus aussi vers du management par objectif. Donc finalement, c'est un moyen à quelque part d'assesser aussi la performance. Ce n'est pas le how, le comment, mais c'est le quoi qui est plutôt assessé. Donc là, il y a peut-être une perte aussi à quelque part par rapport à l'aspect mix ou l'aspect où les gens venaient au bureau. Maintenant, par rapport à la deuxième partie de votre question, qui a plus trait aux difficultés avec quelqu'un qui, au niveau de la performance, c'est vrai que là, je pense encore une fois, c'est par rapport à des liens, un contact régulier, à avoir, je dirais, des rencontres, des Skype, des Teams, ou je ne sais pas, des Zooms, je dirais, réguliers avec cette personne-là. Donc, ça demande un coaching, je dirais, particulier, peut-être de manière, excusez-moi l'expression, plus proche avec ces personnes en difficulté, qu'on va pouvoir y arriver. Voire même, et ça peut être aussi une des solutions, ou en tout cas une réflexion, y insérer aussi des personnes, je dirais des coachs externes pour pouvoir aider ces personnes-là. Merci.
Rida, Oui. un Oui, complément? oui, volontiers. Alors, bon, par rapport à la performance, je partage totalement le point. Je veux dire, la question de la performance, c'est la question de la mission finalement. Aujourd'hui, surtout dans un monde qui, en termes de relations, de collaboration, se digitalise, on ne va pas vérifier si la personne fait ses tâches. On va vérifier que la mission est accomplie. Hein. Et donc là, je trouve que c'est un changement assez intéressant, encore une fois à saisir. Et quand je dis réenchanter, ce n'est pas un mot que j'utilise à la légère. Je pense qu'il y a réellement une opportunité de réenchanter et de recréer de la confiance dans la collaboration, aussi bien du côté du management que des collaborateurs. Je ne crois pas que ce soit très intéressant pour un manager de micromanager. Maintenant, sur les gens non performants, ce qui est intéressant et qu'on a remarqué très vite, c'est que cette crise s'est comportée finalement comme une caisse de résonance. Si vous voulez, les gens qui étaient bons sont devenus meilleurs en mode gestion, en mode télégestion ou télétravail. Je parle des collaborateurs comme des managers. Ceux qui étaient des bons managers sont devenus des bons télémanagers. Ils arrivaient à motiver leurs équipes, à garder du lien, à communiquer. Ceux qui étaient mauvais, il y en a, des mauvais managers sont devenus encore pires. C'est-à-dire qu'ils ne communiquaient pas, ils faisaient de la rétention d'informations à un moment où, plus que jamais, on a besoin de la partager, puisque l'information, on ne peut plus l'avoir par hasard quand on télétravaille. Hein. On ne croise plus un collègue dans le couloir qui nous dit « Au fait, tu as vu ça ?» Notre vie est régentée par les meetings, tout est planifié. Il n'y a plus de hasard, on ne croise plus personne à la machine à café, on ne s'assied plus à une cafétéria, à une table de cafétéria avec des collègues qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Aujourd'hui, on programme l'essentiel de nos liens sociaux, professionnels en tout cas. Donc, ce hasard a disparu. Et le fait que de plus communiquer assez pour un manager, ça devient critique. Et donc, ceux qui ne communiquaient pas beaucoup, la caisse de résonance Covid les a fait imploser, ils sont devenus très mauvais. C'est pareil pour les collaborateurs. Ceux qui n'étaient pas très efficaces, c'est ceux qui faisaient du présentéisme. Et le présentéisme, on peut le faire au bureau, on peut le faire de chez soi. Mais justement, pour lutter contre le présentéisme, rien de tel que le management par objectif. Maintenant, et une des questions qui reste ouverte, à laquelle probablement maître Stéphane Boissard répondra la semaine prochaine, c'est cette question de monitoring. Comme je vous disais, la jurisprudence est exsangue. Hein, et qu'est-ce qu'on fait du monitoring? Est-ce qu'on peut monitorer des collaborateurs qui sont chez eux? On est dans quelque chose d'intrusif. Donc voilà, le champ de mine est réel, donc, mais le champ des possibles aussi. Merci beaucoup. Peut-être une question un petit peu technique, mais qui sera traitée, j'imagine, aussi peut-être la semaine prochaine. Une question pour les travailleurs, les télétravailleurs qui seraient à l'étranger ou bien qui seraient frontaliers. Bon, s'ils sont frontaliers, ils sont aussi à l'étranger. Au niveau du Comité international olympique, comment est-ce que vous traitez ce cas-là? Bon, on sait que jusqu'au 31 décembre, il y a une convention entre la Suisse et l'Union européenne pour les aspects sociaux, donc qui règle la question du télétravail. Mais au-delà, est-ce que vous avez déjà anticipé des scénarios au sein du Comité international olympique? Et Rida, si vous voulez intervenir aussi naturellement. Alors oui, on a déjà commencé à en discuter. On a commencé à en discuter aussi avec un certain nombre de collègues RH, puisque la problématique, elle se pose de manière beaucoup plus large que simplement pour notre organisation. Et là, on est tous confrontés un tout petit peu à la même question, à la même problématique, qui est en fait la réglementation suisse sur le travail par rapport à tout ça, qui impose à quelque part, si on avait des demandes de collaborateurs, de pouvoir travailler directement depuis l'étranger de manière beaucoup plus pérenne, c'est qu'il y a quand même une présence, je dirais, physique sur le sol suisse qui est demandée. Donc, par rapport à ça, on a quand même un certain nombre de limitations, mais c'est clair qu'on aura, nous, un tout petit peu plus de souplesse, et spécialement, je dirais, pour certains cas ou certaines situations, je dirais, relatives à la santé ou aux proches, puisque ça, c'est quelque chose qui va être aussi un changement au niveau de la loi à partir du début de l'année prochaine. Mais de manière globale, pour pouvoir répondre à votre question, il y a quand même un certain nombre de limitations par la loi qui ne nous permettent pas d'aller au-delà de ce qu'on souhaiterait permettre à nos collaborateurs. Merci.
Rida, est-ce que vous… Alors, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Xavier. Et je pense que sans beauté en touche, ça sera une question intéressante à reposer la semaine prochaine aussi à Stéphane Boissard, parce que, encore une fois, on est tous un petit peu démunis et puis on est contraints, on est lié aussi au changement. Je veux dire, quand les frontières se ferment, elles se ferment. Euh, il n'y a pas énormément de solutions. Donc, voilà, les gens travaillent sur des scénarios différents, en fait, hein, comme l'a énoncé Xavier. Mhm. Alors peut-être une dernière question, parce une avant-dernière, j'en aurais peut-être une pour finir. Voyez-vous un retour, alors la question c'est à la normale, moi je dirais plutôt à la situation d'avant, en termes de pourcentage de télétravail et de pourcentage de travail sur site, une fois que la crise Covid sera passée, une fois qu'on aura une situation sanitaire qui sera normalisée. Est-ce que dans votre esprit, on va revenir comme avant, ou bien est-ce que finalement ça a été un accélérateur et le télétravail va se généraliser fortement? Je ne pense pas que la situation d'avant va de nouveau prédominer après, hein. Là, je pense qu'on a certainement tourné la page et tourné une page. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, après chaque entreprise verra midi à sa porte, mais j'imagine que les extrêmes ne sont jamais bonnes et c'est dans une mixité à quelque part que la vérité va se trouver. Est-ce que c'est 2 jours, est-ce que c'est 3 jours de télétravail? Chacun verra en fonction de sa situation et de son domaine d'activité ce qui lui conviendra le mieux. De notre côté, on va plutôt, je dirais, partir et rester sur un mode de 2 jours pour, encore une fois, faciliter ces interactions sociales et garder ces liens entre les gens. Merci Xavier. Rida? Alors oui, je pense aussi qu'il y a eu un avant et il y aura un après. Voilà, la crise du Covid est venue accélérer quelque chose qui s'était mis en marche. Encore une fois, c'était un révélateur. Euh, je pense pas je pense pas que 100% de télétravail, d'ailleurs les études le montrent, c'est pas ce qui est favorable ni pour l'entreprise ni pour le collaborateur. Il y a trop de risques liés à ça. Les études démontrent que 2 à 3 jours par semaine, c'est le cadre idéal voilà, pour créer, pour quand même maintenir, parce que encore une fois, c'est quoi travailler dans la même entreprise si on se voit plus, si on se croise plus. C'est quoi avoir un projet commun. Donc, il faut pouvoir maintenir ça. Maintenant, il y a des façons multiples de maintenir ça. Il y a des questions intéressantes qui se posent, hein, notamment au niveau des espaces, des hôtels qui commencent à proposer des hubs pour des entreprises. Typiquement, on parlait des frontaliers. On peut tout à fait imaginer un hub de l'autre côté de la frontière, en France, où, je ne sais pas, une entreprise Givaudan ou Rolex crée un hub dans un hôtel qui permettrait à ses collaborateurs de se réunir de l'autre côté en aménageant et en créant une identité visuelle ou même un branding, comme disait Xavier, qui permettrait de délocaliser un petit peu l'entreprise et de recréer un microcosme. Donc, il y a plein de pistes à explorer. Mais définitivement, il y a eu février 2020 et il y a après. Merci beaucoup. Alors, peut-être une dernière question pour terminer, qui est peut-être plus sous forme d'un conseil. Là, on est dans un mode télétravail quasiment 100% dans beaucoup d'entreprises. Est-ce que vous avez un tips, une bonne pratique, un conseil à donner pour continuer à créer du lien entre les collaborateurs sans que ce soit trop formel et est-ce que vous avez une bonne pratique à mettre en avant dans vos entreprises ou bien dans un exemple que vous avez vu à l'extérieur? Je pense qu'il y a déjà passablement de choses qui ont été dites et faites aussi dans les entreprises dans la première phase en fait, du Covid. Rida en parlait tout à l'heure, des Skype apéros, des Zoom apéros, des Zoom, enfin peu importe, etc. Les gens en reviennent un tout petit peu et sans jeu de mots, on a un peu soupé également. Il faut aller vers de l'innovant. Alors, qu'est-ce que c'est l'innovant? Chacun va se creuser un tout petit peu la tête en fonction peut-être de sa situation, de ses moyens, etc. Nous, ce qu'on va essayer de faire avec l'un de nos partenaires qui est Airbnb, c'est de pouvoir créer des interactions fun, que ça soit au niveau, j'entends, d'un entraînement physique,
de participer à des recettes de cuisine, etc., avec un certain nombre d'athlètes, et par la même occasion soutenir ces athlètes-là, puisqu'on est dans une période qui est difficile au niveau du sport, et pour eux, pour leur vie, leur survie et leur revenu. Donc, en collaboration avec notre sponsor, on va donner l'occasion et l'opportunité à chacun de nos collaborateurs de pouvoir organiser ce genre d'interaction avec un athlète, que ce soit en groupe ou individuel, encore une fois, pour pouvoir essayer de les faire sortir un tout petit peu du traditionnel, garder ce lien et garder surtout la motivation et l'engagement au niveau de l'organisation, tout en gardant finalement cette identité, cette création d'identité avec elle. Formidable. Vous pourrez peut-être revenir pour nous en parler un peu plus quand ce sera. Je pense que c'est en projet encore pour le moment. Oui. Ça sera lancé aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc, c'est du tout frais, tout neuf. On vous souhaite un bon lancement. Merci. Rida? Alors, on a pas mal d'expériences intéressantes de clients qui nous reviennent. Alors, ça va de la culture, beaucoup mis sur la culture. Et je trouve ça intéressant, particulièrement dans un moment où la culture est en danger. Donc, ils créent des visites de musées virtuels où des collaborateurs peuvent s'inscrire, aller en groupe et puis après partager leurs commentaires. Donc, il y a quand même… c'est intéressant la culture parce que ça crée de l'émotion. Je sais que Xavier ou d'autres organisations sportives ont maintenu des clubs sportifs ou des activités sportives. Donc, maintenir de l'émotion, créer du lien émotionnel entre les collaborateurs, je pense que c'est assez fondamental. Et l'aspect intéressant de la culture, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on a pu voir encore? On en a vu… ah oui, il y a aussi la musique, mais on est toujours dans la culture. Des ensembles musicaux qui sont créés et on répète ensemble via Zoom ou Teams, avec l'idée d'un projet de concert à partir du moment où on pourra à nouveau réunir physiquement les gens. Donc là où c'est intéressant encore, c'est qu'on est dans la projection. Ce que je vous disais avant, c'est-à-dire cette incertitude qui est extrêmement difficile à vivre, c'est l'absence de projection. Et tout ce qui peut amener un projet, tout ce qui peut permettre à un collectif de s'inscrire dans un futur qui sera un futur réjouissant, je pense que c'est à saisir. Bien, écoutez, merci vraiment sincèrement à tous les deux pour votre temps, pour vos interventions ce matin. Très apprécié. Je crois qu'on a pu creuser un petit peu le sujet, dépasser aussi ce qu'on entend, les généralités globalement. Donc, c'est intéressant. Voir ce qui se met en place au Comité international olympique, comment vous gérez en fait cette situation assez inédite et qui arrivait rapidement. Rida, comment vous accompagnez vos clients, vos partenaires dans ce virage qui n'est pas toujours facile à négocier. Donc, merci beaucoup. Et puis, ça lance effectivement ce cycle sur le télétravail. Donc là, vous voyez à l'écran les prochaines sessions. On en aura une le 26 novembre prochain, donc jeudi prochain. C'est tous les jeudis jusqu'à Noël, de toute façon, de 9h à 10h, où on s'intéressera plus aux questions de santé et de droit. Et puis, vous avez également là sur le slide qui apparaît les différentes présentations sous forme digitale qui auront lieu jusqu'à la mi-décembre à peu près. Encore merci à vous, Xavier Tissière. Merci, Rida Messabi. Je vous souhaite une belle journée, un bon lancement d'initiative au CIO et puis j'espère à très bientôt. Merci. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée à tous les participants. Au revoir. Au revoir.